Bonjour à toutes et à tous. Dans notre émission L'invité de Bastia, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Bastia. Lucille, c'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. On va parler d'un sujet vraiment fondamental et j'ai hâte qu'on puisse commencer. Je te remercie Bastia, c'est un plaisir partagé. Merci. Lucille, est-ce que tu veux te présenter? Parler un peu de toi à nos auditeurs. Très brièvement sur ma vie personnelle, donc j'ai 38 ans. J'ai la joie et l'honneur d'être maman de deux petits garçons âgés de 7 ans et 9 ans. Oui. Je suis également mariée auprès d'Éric, qui Oui. est également mon partenaire professionnel. Génial. On va commencer. Lucille, aujourd'hui, comment tu peux te définir en dehors des titres et de tes fonctions? En dehors de mes titres et de mes fonctions, je dirais que j'ai peu changé, du moins je l'espère. Je reste une personne humaine, pleine de joie, d'empathie, proche des autres, qui a envie toujours de proposer des nouvelles choses et d'avancer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as embrassé le chemin de l'entrepreneuriat? Que fut le déclencheur? Le déclencheur fut mon passage en établissement de santé à l'hôpital. Je suis diplômée infirmière en 2009. J'intègre un service d'oncologie sur un des établissements de santé du département. Et au sein de ce service, je peux exercer donc, mon métier dans la spécialité qui me plaît, c'est-à-dire l'accompagnement aussi des personnes en soins palliatifs. Et rapidement, je suis confrontée à des personnes qui demandent à rentrer à domicile et pour lesquelles on peut accéder à leurs demandes. Au fur et à mesure que les mois passent, c'est quelque chose que je ne supporte plus et je décide de quitter l'hôpital pour créer un service d'aide à domicile, donc Pôle Domicile, qui ouvre en 2011. Donc, ton chemin entrepreneurial a été créé de par le fait que tu avais envie d'apporter le confort aux gens qui souhaitent rentrer chez eux. Le confort, la sécurité, la qualité de vie et surtout accéder à leur volonté, qui pour moi me paraît essentiel, surtout à cette étape de la vie. On doit pouvoir choisir là où on veut vivre. Et mourir. C'est vrai. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui, en 2011, tu as créé ta première entreprise, Pôle Domicile, et tu n'as pas cessé de t'agrandir. Aujourd'hui, tu as une holding. Est-ce que tu peux nous parler des sociétés qui composent cette holding? Donc la holding s'est composée au fur et à mesure des années. Elle n'existait pas au démarrage. Donc 2011, Pôle Domicile, service d'aide à domicile. Rapidement, mon métier me manque et je décide donc en 2016 d'ouvrir Advitae, qui est une structure où on ne fait quasiment que de l'accompagnement de personnes en situation palliative à domicile atteintes de pathologies cancéreuses, donc avec une moyenne d'âge assez jeune, 55-65 ans, des situations extrêmement compliquées. Et par la suite, mon époux prend part aussi à l'aventure entrepreneuriale en créant une structure de téléassistance, Mayadom, et puis en créant un centre de formation, la SAD Academy, en partenariat avec un autre dirigeant de service d'aide à domicile également. D'accord. En 2023, nous lançons dans une nouvelle étape liée à la croissance externe. Donc nous faisons l'acquisition de 3 sociétés et nous renouvelons cette année puisque nous venons d'acquérir 2 nouvelles sociétés également. Donc la holding prend forme, bien sûr elle regroupe l'ensemble de ces entités, donc elles sont au nombre de 8 au total, et sa mission est de démocratiser le maintien à domicile. Elle n'a pas changé en fait depuis le départ de cette infirmière qui a quitté l'hôpital avec un projet un peu fou qui est vraiment de permettre à chacun de vivre là où il le souhaite et c'est toujours la mission première de la holding. Génial. Là où souhaite la personne, mais surtout là où elle souhaite mourir, en fait. Où elle souhaite être accompagnée. On ira jusqu'au bout de ce que la personne peut faire à la maison. On respecte bien sûr sa sécurité, son confort de vie, sa qualité de vie et surtout sa volonté. Aujourd'hui, ta holding est composée de 8 entreprises. Et combien de salariés travaillent au service de toutes ces personnes qui ont besoin de faire appel à tes services? Donc aujourd'hui, en cumulant l'ensemble des entités, ça représente environ 340 salariés sur l'ensemble du groupe, composé d'une équipe pluridisciplinaire qui va de l'assistante ménagère en passant par le responsable de secteur, l'assistante de vie, les secrétaires, des infirmières coordinatrices, des assistantes sociales, des directeurs. Donc c'est très diversifié, ce qui nous permet vraiment d'avoir un regard assez complet sur les attentes et les besoins du maintien à domicile. Aujourd'hui, combien de patients vous accompagnez?
Donc sur la partie aide à domicile, nous accompagnons à peu près 1200 personnes à la maison chaque jour, à peu près. On n'intervient pas tous les jours chez tout le monde, mais en tout cas, au quotidien, en file active, nous avons 1200 personnes que nous accompagnons sur la structure. Et sur Advitae, spécialisé donc sur l'accompagnement de fin de vie, nous accompagnons à peu près 350 patients qui décèdent donc à la maison. Oui. Et comment est-ce que toutes ces personnes arrivent à faire appel à vos services? Donc c'est assez simple. Là, la holding prend tout son rôle. Nous avons donc donné un nom à cette holding qui s'appelle Omnis, qui est en cours de lancement. Et via en fait ce nom, il y a un numéro unique qui existe et vous pouvez nous joindre via un numéro unique. Et nous, après, nous nous occupons de coordonner l'ensemble en fait des besoins pour faciliter en fait l'accès au maintien à domicile, que ce soit faire des demandes d'aide auprès du conseil départemental pour avoir des aides financières, que ce soit des aides matérielles, que ce soit la mise en place de tout ce qui est nécessaire en fait pour permettre de garantir la sécurité à domicile. Quel est ce numéro que les gens peuvent composer? C'est le 04 97 04 71 61. Je te remercie. Et quel est le rayon d'action de ta holding? Donc nous intervenons sur l'aide à domicile de Mandelieu jusqu'à Nice, en passant par l'arrière-pays proche, donc Grasse, Carrosse, Vence, Saint-Martin, du Var. Et ensuite, Advitae intervient sur l'ensemble du département des Alpes-Maritimes, une partie du Var-Est. Et grâce à une des structures que nous avons repris en 2025, nous avons également un champ d'action autour de Sanary-sur-Mer, dans le Var. Ça, c'est super. C'est intéressant de savoir quels sont les rayons d'action, comment est-ce que les personnes peuvent vous joindre, surtout que la holding permet de pouvoir avoir un accompagnement vraiment du début à la fin. En parlant de ça, je veux bien qu'on revienne sur l'ADN de Pôle Domicile, ainsi que la singularité de ton approche dans ton métier. Donc, depuis le départ, dès la création de Pôle Domicile, le choix a été de s'adresser uniquement aux personnes dépendantes pour rester vraiment dans mon cœur de métier. Donc, on ne prend en charge que des personnes dépendantes liées à l'âge, à un handicap ou alors à une maladie évolutive. On ne s'adresse pas aux personnes qui travaillent, qui ont besoin d'heures de ménage à domicile ou de garde d'enfants. La singularité, c'est cette expertise, cette proximité, cette expérience du terrain qui nous permet aujourd'hui de proposer des services innovants et d'être au plus près des besoins du domicile. Ça, c'est vraiment important. Quels sont les défis que ton métier rencontre au quotidien? Le plus important, je dirais, le défi majeur pour moi, c'est l'attractivité des métiers. Le maintien à domicile va avoir besoin dans les années à venir de beaucoup plus de bras, beaucoup plus de personnes que nous avons aujourd'hui. Nous ne sommes pas prêts là, en l'état pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins, notamment par rapport à l'évolution démographique naturelle en fait. Et l'attractivité des métiers reste vraiment quelque chose sur lequel nous pouvons travailler et nous devons travailler dès aujourd'hui. La majorité des aides à domicile sont invisibles. Pour autant, elles sont présentes au quotidien, auprès de vos parents, auprès de vos proches. C'est elles qui connaissent mieux que personne les individus dont elles s'occupent, les bénéficiaires dont elles s'occupent. Elles les connaissent par cœur et pour autant ne les écoutent pas ou peu. Donc tout le travail aujourd'hui, c'est de rendre ces métiers invisibles visibles, de travailler sur leur posture, sur le fait qu'elles sont légitimes à parler, parce que bien souvent elles ne se sentent pas légitimes, et surtout au niveau sociétal, d'arrêter de les considérer comme des femmes de ménage. Elles font un autre métier. Oui, quoique les femmes de ménage aussi ont le droit d'avoir la dignité qu'elles méritent. Exactement. Il faut arrêter ce regard sur les fonctions et juger les gens en fonction de leur activité. Exactement. Et surtout reconnaître les missions de chacune à leur juste place. Lucille, est-ce qu'il y a eu un épisode difficile qui fut un levier de croissance dans le cadre de ta holding? Ce qui a été difficile et beaucoup plus difficile que prévu, ça a été par les rachats de comprendre en fait les équipes qui étaient en place. Moi, je suis quelqu'un d'assez fleur bleue, donc je crois ce qu'on me dit. Sauf que c'était pas des équipes que nous avions choisies, c'est des équipes que nous avons accueillies. Et
Et je me suis rendu compte avec le temps qu'il fallait vraiment apprendre à lire entre les lignes, que les choses qui étaient dites n'étaient pas vraiment ce que les personnes voulaient dire et qu'il y avait beaucoup de non-dits. Et ça, c'est très difficile, ça a été assez difficile parce qu'il y a toujours eu cette relation de confiance, on a toujours embauché les personnes qui travaillent avec nous. Et là, c'était un contexte différent, donc il a fallu vraiment une adaptation et une prise de recul par rapport à ça. Et apprendre moi aussi à avoir une autre posture vis-à-vis de ces personnes que nous avons accueillies dans l'équipe. Du coup, à la suite de ça, comment est-ce que tu es arrivé à ce que la mayonnaise prenne entre les personnes que vous avez choisies, Eric et toi, et les personnes que vous avez dû intégrer du fait du rachat? Comment est-ce que les valeurs de ton entreprise ont pu continuer dans une diffusion commune pour l'ensemble de ces 340 personnes qui travaillent pour ta holding? Ça s'est fait, ça demande du temps. Oui. Ça demande du temps parce que dans les valeurs qu'on propage, il y a la confiance. La confiance, elle se donne, mais elle se reçoit et il faut du temps pour ça. Il faut que les personnes apprennent à nous connaître. Ça, j'ai appris la patience. J'ai appris que simplement aussi faire un discours ne suffit pas. Il faut aussi des actes, beaucoup plus que quand c'est des personnes que nous avons recrutées. Et ce qui fonctionne avec le temps, c'est justement cet engagement, cette stabilité dans les paroles et dans les actions. C'est également le travail qui est fait au quotidien sur le décloisonnement entre les agences, avec des événements mensuels qui sont organisés, des team building, des moments de convivialité, qui font que les agences ne restent pas chacune de leur côté. Et une équipe se crée malgré des murs différents. En parlant de ça, il me semble que tu as fait une belle surprise à ton équipe, puisque tu les as amenés visiter un lieu emblématique de notre pays. Est-ce que tu as envie d'en parler à nos auditeurs? Bien sûr. Donc je remercie, j'en profite pour remercier à nouveau Madame la sénatrice Alexandra Borchio-Fontimp. Que nous saluons. Oui. Qui nous a invités, accueillis au sein du Sénat. J'ai eu la chance de pouvoir monter sur Paris avec une vingtaine de personnes de l'équipe, représentées par des aides à domicile, par des responsables de secteur, infirmières coordinatrices. Au préalable de cette visite et de ce temps d'échange, nous avons travaillé avec les témoignages, nous avons sollicité les témoignages, les remarques, des mots que les personnes qui ne pouvaient pas monter souhaitaient faire passer auprès de Madame la sénatrice. Donc nous avons travaillé autour d'un livret en partant de leurs témoignages où des propositions concrètes ont été faites pour notamment mettre en lumière le métier, apporter une autre image du métier, apporter des conditions de travail plus favorables. En fait, travailler sur l'attractivité du métier et surtout remettre, ce que je disais tout à l'heure, ce métier à sa juste place. Donc ce livret lui a été remis au sein même de l'hémicycle. Une écoute attentive a été portée par Madame la sénatrice auprès des aides à domicile et des autres personnes qui étaient présentes également. Et l'envie de travailler en profondeur sur le métier a vraiment été le signe de la journée et la tonalité de Madame la sénatrice. Donc nous continuons notre travail et des études sont encore sont encore en cours au sein de l'entreprise. Eh bien ça c'est génial. Si tu veux bien Lucille, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ta vision humaine. Tu en as parlé un peu de ce cadeau que tu as pu faire avec l'aide d'Alexandra, de permettre à ton équipe, en tout cas une partie de ton équipe, d'aller visiter le Sénat, qui est vraiment un lieu à voir, d'avoir pu avoir ce livret et que vous avez pu remettre à Alexandra pour voir comment faire avancer ce métier, en tout cas le faire voir avec un regard nouveau. Parle-nous maintenant de tes valeurs sur ta manière de ta vision humaine. Elles sont assez simples, je dirais. Tout à l'heure, je parlais de la proximité. Pour moi, c'est essentiel. On ne peut pas s'occuper de personnes si on ne les connaît pas, si on n'est pas disponible, si on n'est pas à leur écoute. Donc la proximité fait vraiment partie de ces valeurs qui sont pour moi essentielles. Il y a aussi l'expertise. Ils nous confient leurs proches, ils nous confient leurs parents, ils nous confient leurs frères malades. Ils nous confient en fait des personnes importantes, ou même les personnes nous appellent directement. Donc on se doit en fait d'apporter le meilleur de nous-mêmes en fait à domicile. Donc on se doit d'avoir du personnel formé ou de les accompagner en formation, d'avoir ce regard
plus large que ce qu'on nous demande au départ, en fait. Tout ça aussi pour gagner cette relation de confiance qui permet de soulever des montagnes et qui, pour moi, pareil, fait partie des piliers, en fait, de mes valeurs et qui permet de continuer, même quand ça va mal. Parce que, voilà, on sait qu'on va avoir un soutien. Et la force du collectif fait aussi partie des valeurs qui sont pour moi essentielles, parce que seul, on n'arrive pas à faire grand-chose, hein, tout le monde le sait. Et c'est en travaillant individuellement qu'on fait aussi grandir le collectif. Donc c'est ce départ pour la visite du Sénat. Je remercie par avance M. Éric Pauget, parce que nous devrions monter à l'Assemblée nationale aussi l'année prochaine. Donc, que nous saluons également. On a beaucoup de chance, ils sont très à l'écoute. Ouais. On a vraiment des gens à l'écoute et ça c'est vraiment important de le souligner, de les remercier pour leur implication auprès des chefs d'entreprise et pour toutes les actions qu'ils mènent sur le terrain pour continuer de faire rayonner notre belle région. Lucille, on va parler de la culture de ton entreprise. Comment est-ce que tu fédères des 340 personnes qui travaillent pour toi, sachant qu'on a une partie que vous avez choisie, Eric et toi, et une partie qui vient des intégrations des sociétés que vous avez achetées, donc que vous avez acquéries. Quel est donc l'ADN qui compose ta holding? L'ADN reste des valeurs humaines fortes et ce besoin de proximité. Par la croissance externe, nous avons grandi. Oui. L'aide à domicile est un secteur où les marges sont faibles et on peut commencer à faire des choses par le volume. Le fait de reprendre des sociétés nous a permis d'avoir un volume. Donc bien que nous ne pouvons pas jouer sur les salaires parce que malheureusement, le budget qui nous est libéré est insuffisant pour que ce soit satisfaisant pour les aides à domicile, il nous permet pour autant de créer des projets et de mettre en place en fait des avantages pour les salariés. Donc au niveau de notre ADN, je dirais qu'il s'est vraiment défini au moment en fait, des acquisitions où on a pu faire notre premier arbre de Noël en faveur des enfants des salariés de la société. C'est des moments qui sont attendus. Là, on doit le faire le prochain. Ce sera après Noël cette année, mais ce sera le troisième arbre de Noël de l'entreprise. On a également une assistante sociale qui est présente sur l'entreprise pour les salariés, pour leurs problèmes personnels. Donc on ne peut pas garantir que tout soit résolu, mais en tout cas, elles ont cette opportunité et cette écoute qui leur est proposée pour tenter de solutionner leurs problèmes personnels. Il y a également une billetterie qui a été mise en place pour qu'elles puissent accéder à des tarifs réduits pour le cinéma, etc. C'est toutes des choses sur lesquelles on n'est pas obligé d'agir, en fait, mais qui pour nous paraissent importants et essentiels, en fait, pour construire ce collectif. Il y a également au sein de l'ADN, donc, tout un travail qui est fait avec l'équipe de direction qui est à nos côtés, en fait, à Eric et moi, où vraiment on a la chance d'avoir une équipe fidèle et engagée et qui arrive en fait à retranscrire nos valeurs auprès des équipes de terrain et des équipes au sein des agences. Super. En parlant de l'ADN de ta holding, quel est le type de management que tu mets en place? J'essaye d'apporter un management qui soit adapté à chacun, de répondre vraiment, de tenter en tout cas de répondre aux attentes de chacun. Donc ça passe beaucoup par la formation, par la montée en compétences, par l'évolution des postes. On a de nombreuses personnes dans l'entreprise qui ont commencé comme aide ménagère, qui ont ensuite fait assistante de vie et pour certains qui sont passés responsables de secteur. Donc je crois vraiment à cette évolution. Et pour moi, accompagner en fait tout au long de leur parcours professionnel dans cet épanouissement est vraiment quelque chose d'important. Ça, c'est génial. En parlant de l'accompagnement, quelle est l'approche particulière que tu mets en place pour maintenir la motivation et l'engagement de tes équipes? Tous les éléments que j'ai pu te citer auparavant. Oui. Et il y a également aussi la notion de projet qui est importante, là, qui est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien. Donc, par exemple, voilà, quand je t'ai parlé du fait qu'on avait fait ce livret, les voies du domicile, on va continuer le travail. On va mettre en place des colloques, des groupes de travail. Où on va solliciter les aides à domicile. Je les implique en fait dans l'évolution de leur métier pour qu'elles en prennent conscience et qu'elles puissent sortir aussi de l'invisible, qu'elles soient visibles aujourd'hui. Super. Lucille, là, on va parler du territoire. Ce beau territoire dans lequel nous sommes et on va parler de l'impact social
de ta holding au niveau du territoire. Quels sont pour toi les projets qui ont une empreinte durable au niveau du territoire? Les projets qui ont une empreinte durable, pour moi, c'est les projets qui sont en lien avec les problématiques du territoire et des bénéficiaires. Il y a quelques années, il y a 3 ans je crois, on a ouvert un pôle dédié en fait à la stimulation cognitive. Donc c'est un pôle qui est assez incroyable parce qu'au-delà d'aller à domicile et de faire de la stimulation auprès des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer notamment, c'est aussi un pôle qui ouvre sur l'extérieur. Là, par exemple, cette année, on va faire notre premier arbre de Noël pour les bénéficiaires. Donc, je remercie la ville de Cannes, la mairie de Cannes, qui nous met à disposition en fait la salle Mimon où nous allons pouvoir faire notre événement. Une troupe va venir, il y aura un moment de convivialité par la suite. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important pour nous. J'en profite aussi pour remercier le club des Inner Wheel, qui sont les femmes des Rotariens qui nous soutiennent financièrement dans cette action. Et pour moi, ce pôle-là est vraiment novateur, dans l'air du temps, et répond à un besoin lié au territoire où il y a un fort isolement des personnes âgées. Donc ce pôle permet de casser l'isolement, de les faire sortir de leur domicile, de retrouver du lien social. Et pour moi, c'est essentiel. Oui. Lucille, tu as reçu une distinction il n'y a pas si longtemps. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui, j'ai la chance depuis la 3e année consécutive d'être lauréate de l'Institut Choiseul au niveau régional, au niveau PACA. Donc, cette distinction met en lumière 100 chefs d'entreprise âgés de moins de 40 ans qui ont une dynamique et un impact au niveau de la région. Génial. En parlant de la région, quelle est pour toi l'essence de la croissance économique qui s'accompagne d'un impact social tangible? Pour moi, c'est vraiment un travail main dans la main avec nos autorités de tutelle, notamment la Maison départementale de l'autonomie. Donc, je tiens à remercier M. Sébastien Martin, qui est le directeur de la MDA, et qui nous permet de nous inscrire en fait, dans le cadre du schéma départemental, de pouvoir proposer des projets, de nous faire participer à des groupes de travail pour proposer une offre médico-sociale qui reste et qui doit rester adaptée en fait, aux besoins de la population. Et on a la chance d'avoir un département assez investi à notre écoute. Donc, je remercie également bien sûr M. Ginési. Et c'est un soutien important autant que ce que peut faire M. Éric Poget ou Mme Alexandra Borghio-Fontin, qui sont également des élus à nos côtés. Super. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de projet qui a été réalisé? Donc un exemple de projet qui est en cours. Actuellement, nous sommes en groupe de travail avec la Maison départementale de l'autonomie pour réfléchir ensemble entre institutionnels et acteurs du maintien à domicile sur la problématique des personnes en situation de handicap vieillissantes. Ce nombre de personnes double et nous ne sommes absolument pas prêts actuellement. Donc ça va changer puisque ces groupes de travail sont en cours pour répondre à leurs besoins, que ce soit en matière d'accueil en établissement ou en termes de maintien à domicile. Génial. Lucille, quel est le conseil que tu peux donner à une personne qui a envie de faire le même métier que toi? Je dirais qu'il faut accepter que ça prenne du temps, accepter la patience, toujours croire à son engagement, à pourquoi on a décidé de rentrer dans le champ du médico-social, toujours être en accord avec soi-même et surtout être engagé. L'engagement, c'est une valeur sûre. En parlant de l'engagement, selon toi, quelles sont les valeurs qu'une dirigeante inspirante doit avoir en 2026? Pour moi, les valeurs inspirantes, c'est vraiment respecter. Je reviens sur l'engagement parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Ne pas trahir sa confiance, ni la confiance qu'on nous a donnée. Être fidèle à ses valeurs, être assez constante. Et être assez transparente et claire dans ses propos pour éviter des sous-entendus. Et à partir de là, je pense que tout est possible. Garder notre légitimité, en fait. Oui. Si tu dois donner une seule valeur à la nouvelle génération, à nos auditeurs, aux gens qui t'écoutent, ça serait laquelle? Je vais me répéter, mais je reste vraiment sur
sur l'engagement, la confiance. Sur l'engagement et la confiance et la transparence. On va parler maintenant des projets futurs et de l'innovation. De ce que on discutait, tu envisages l'acquisition d'une nouvelle société. Tout à fait. Donc aujourd'hui, au sein de notre offre de service, donc on a, j'en ai beaucoup parlé, on a bien sûr l'aide à domicile. Il y a également l'accompagnement des personnes en soins palliatifs par l'intermédiaire de la mise en place de matériel de perfusion. On a également, j'ai omis de vous en parler, un service transport qui permet en fait, via un agrément de la sécurité sociale, d'accepter les bons de transport pour pouvoir emmener en fait les personnes dans le cadre de leurs rendez-vous médicaux ou autres. Et on a également de la téléassistance, mais aujourd'hui, il nous manque la brique matériel médical. Cette brique, pour moi, est importante parce qu'elle va permettre en fait de boucler la boucle, je dirais, avec l'objectif d'avoir en interne en fait une ergothérapeute qui va pouvoir apporter encore en fait un nouveau savoir-faire, un nouveau savoir-être au sein de l'entreprise et apporter ses compétences, toujours pareil, pour faciliter, sécuriser la vie à domicile des bénéficiaires et également des aides à domicile. Et dans ce cas-là, quelles sont les ambitions qui nourrissent cette prochaine étape dans Pôle Domicile? Pour moi, c'est vraiment la première étape, c'est vraiment de consolider notre modèle sur notre territoire, sur notre département, auquel je suis fortement attachée. Et par la suite, je suis quelqu'un qui est ouverte à toute opportunité et qui sait les saisir quand elles se présentent, qui sait aussi les refuser quand elles se présentent. On peut mourir d'une mauvaise opportunité, donc c'est pas l'objectif. Par contre, on peut continuer notre chemin si on ne l'apprend pas. Il faut savoir des fois être sage. Et donc, on verra là où la vie nous mène, mais en tout cas, je n'ai aucune limite, que ce soit au niveau national, voire international, si des opportunités se présentent et que mon projet, ma vision peut apporter en fait à domicile, je serai présente. Génial. En t'écoutant parler de cette opportunité, ou en tout cas de cette vision de pouvoir saisir les belles opportunités qui se présentent à toi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu arrives à concilier? Eric travaille avec toi, vous travaillez tous les deux. Il est président, tu es directrice générale, à combiner la vie pro et familiale avec les enfants de 7 et 9 ans au milieu de cette vie extrêmement riche. Oui, alors ça n'a pas toujours été simple. Je pense que toutes les personnes qui travaillent en couple le savent. Nous, on a trouvé une règle qui est de ne pas être sur les mêmes sujets, puisqu'on est très complémentaires et on n'a pas la même vision des choses. Par contre, la complémentarité de l'un et de l'autre fait qu'on arrive à faire des choses incroyables. Donc, on n'est pas sur les mêmes missions. On se respecte, on parle beaucoup. Et au niveau des enfants, c'est vrai qu'il est beaucoup plus disponible que moi. C'est d'un commun accord, ou du moins il accepte, je ne sais pas. Et c'est vrai que ça nous permet quand même d'avoir un équilibre. Je m'interdis de sortir plus de 3 soirs par semaine pour des événements professionnels, pour être auprès de mes enfants. Et je m'interdis de travailler le week-end, sauf vraiment en situation exceptionnelle, bien entendu. Mais on s'est fixé des règles. Lucille, je te remercie de nous avoir partagé ta vision du social, de l'accompagnement des personnes en situation de handicap ou autre, de nous parler de ta famille, de ton parcours, de cette complémentarité entre ton mari et toi, et du fait que votre vision est de continuer d'apporter de l'aide à toutes les personnes qui choisissent là où elles veulent être et là où surtout elles veulent partir également. Merci beaucoup pour ce temps de partage. Merci à toi, Vassia. Nous avons été ravis, Lucille Lemort, de vous présenter cet épisode. Nous vous souhaitons une excellente journée et prenez bien soin de vous. Merci. Merci.